Lundi 17 mars 2025, dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité du 17 au 23 mars, la librairie Ombre Blanche accueillait une rencontre organisée avec l'association Artella pour l'enseignement des langues anciennes, avec Béatrice Comanger, romancière et traductrice notamment d'Anaïs Nin. Elle y présentait son livre, intitulé « Ne jamais arriver », paru aux éditions Verdier, sur son voyage à la découverte de l'île d'Ovide, Insula Ovidiu, port lointain de la mer Noire, au large de Tomis, aujourd'hui Constanța, au seuil de l'année 2020, en mars, où soudain le monde s'est arrêté. La discussion était menée par Jean-Luc Lévrier. Bonne écoute. Donc bonjour à tous. Donc je vous souhaite la bienvenue en ce premier jour de la Semaine de l'Antiquité, qui, comme tous les ans, est organisée par l'Artella, l'association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, en collaboration avec l'association Périple, qui est une association d'étudiants du Master Mondes Anciens à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, en collaboration aussi avec l'association des Amis du Musée Saint-Raymond, le cinéma Utopia Bordeaux Rouge et bien sûr la librairie Ombre Blanche, que nous remercions de nous accueillir aujourd'hui. Donc l'Artella, qui a fêté cette année très récemment ses 39 ans, est une association membre d'une coordination nationale appelée ACNARELA et qui a comme but de défendre et de promouvoir l'enseignement des langues anciennes et la culture de l'Antiquité dans un sens plus large auprès du grand public. Donc, dans le cadre de la promotion, nous organisons tous les ans cette semaine dans l'Antiquité et les autres temps forts qui sont organisés par l'Artella. Ce sera mercredi, c'est ça, hein, mercredi soir à 20h au cinéma Utopia Bordeaux Rouge, la projection du Choc des Titans, le film de 1981. Et jeudi, ici même, à 20h, une conférence de Julien Beauchaulier, maître de conférence en langue et littérature grecque à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et qui aura pour thème Oreste et Pylade, d'après le thème des classes préparatoires aux grandes écoles, qui est Amour et amitié. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Jean-Luc Lévrier. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux ce soir pour notre rencontre autour de l'ouvrage de Béatrice Comanger intitulé « Ne jamais arriver ». Et je voulais aussi remercier les amis photographes du collectif Vertige qui vous ont permis d'attendre que notre entretien commence en regardant des photographies de la ville de Constanța, dont il sera souvent question ce soir. Vous comprendrez dans quel contexte un petit peu plus tard. Je voulais aussi remercier Béatrice Comanger de venir parmi nous pour nous parler de son dernier ouvrage et remercier la librairie Ombre Blanche de m'avoir confié le soin de lui poser quelques questions. Voilà, les remerciements sont terminés. Je vais dire 2 mots pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas du tout. Dire que vous êtes né en Algérie, à Alger, que vous avez quitté l'Algérie à l'âge de 12 ou 13 ans pour vous installer en France. Je me trompe sur l'âge? Non, mais c'est juste plutôt 11-12 que 12-13. Plutôt 11-12 que 12-13, excusez-moi, je vous vieillissais. Non, mais ça compte par rapport à ce qui se passait là-bas. C'est pour ça. C'est sûr. Et que vous vivez actuellement en Dordogne. Et à Paris. Et à Paris, voilà. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur des secteurs assez divers et variés. Certains sont en rapport avec la littérature anglaise et vous êtes aussi traductrice, en particulier du journal d'Anaïs Nin. Mais vous avez aussi soutenu un doctorat sur Virginia Woolf. Vous avez également beaucoup voyagé. Ça tombe bien puisque ce dont nous allons parler dans un instant est en rapport avec un de ces voyages. Et comme souvent, quand vous voyagez, vous le faites
parce qu'un auteur, philosophe, écrivain ou autre, est dans le lieu où vous vous rendez. Ce soir, nous allons parler d'un de vos ouvrages. Je cite le titre de certains d'entre eux pour que vous compreniez mieux à quel point le thème du voyage est important pour Béatrice Commanger. Au hasard, Le ciel du voyageur, Voyager vers des noms magnifiques, Une vie de paysage et Ne jamais arriver, qui est le livre dont nous parlerons dans un instant. Donc, rien que ces titres sont une véritable invitation au voyage. Alors, Ne jamais arriver. Oui, que se passe-t-il quand on trouve ce livre dans une librairie? Eh bien, il se passe la chose suivante. Le regard est d'abord attiré par le bandeau, me semble-t-il. Et le bandeau représente eh bien ce que vous voyez. Et pour moi, c'était très énigmatique. Alors, est-ce que vous pourriez commencer, si vous le voulez bien, par nous expliquer un petit peu ce qui est ici représenté? Je ne sais pas si c'était énigmatique, en tout cas, j'avais choisi ce bandeau parce que c'était parmi... Il y a beaucoup de cartes postales de Constanza, mais en général, c'est plutôt le casino de Constanza qui est très beau, des années de la gloire du début du XXe. Mais quand même, l'homme illustre de Constanza, c'est quand même Ovide. Et c'était la seule où il y avait Ovide. Donc ça représentait à la fois la statue qui se trouve sur la place de Constanza et puis les bateaux qui arrivaient. C'est le port de Roumanie quand même. Et donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais je ne sais pas si on enchaîne sur... Mais écoutez, on va enchaîner sur quelque chose que l'on découvre juste après le bandeau en question, à savoir le titre. Ne jamais arriver. Mais comme le titre, lui, oui, me semble-t-il, en tout cas, est carrément énigmatique, j'aimerais que nous réservions la résolution de l'énigme pour un petit peu plus tard. Bon. Pourtant, la résolution de l'énigme, elle est, oui, mais, elle est dans l'exergue. Malgré tout. Elle est dans l'exergue. L'exergue et les épigraphes des autres sections du livre, je pense qu'on peut en parler globalement dans un petit instant, oui. Puisque c'est cette lecture-là qui donne vraiment la clé de l'énigme. Donc nous y viendrons tout à l'heure. Ce que je voudrais révéler, c'est le sous-titre du livre. Le sous-titre du livre, c'est « Le voyage d'Ovide ». Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sous-titre ? C'est-à-dire que, bon, il faut peut-être commencer par le commencement. Je ne suis pas du tout spécialiste d'Ovide et j'étais tombée sur une photo un jour où je cherchais des renseignements sur Ovide, et je pense que c'est dans Wikipédia tout bêtement, et je vois la photo d'une île qui s'appelait... Alors ce que je savais d'Ovide, c'est qu'il avait été relégué par Auguste à l'autre bout de l'Empire romain, en l'an 8, et qu'il avait été très très malheureux, et jusqu'au bout il avait écrit les Tristes et les Pontiques, il avait écrit 2 livres, enfin qui sont faits de lettres, et il décrivait ce lieu comme vraiment un lieu épouvantable, de froid, de guerre, avec les gettes qui ne cessaient de se battre, etc. Et je vois cette photo d'une île paradisiaque sous laquelle, comme légende, il y avait la Insula Ovidiu, l'île où serait mort Ovide et où il est enterré. Et c'était, ce que je vous raconte là, c'était vraiment il y a à peu près 10-12 ans. Et je m'étais dit, moi qui cherche toujours des prétextes à voyager, j'irai voir, j'irai vérifier, je n'y crois pas du tout, c'est pas possible qu'il ait pu mourir dans un lieu aussi beau.
Et donc, voilà, j'y ai pensé comme ça. Et entre-temps, j'ai écrit tout un autre livre sur l'Algérie, justement, la guerre d'Algérie, enfin, carrément toute l'histoire de l'Algérie française et mon enfance. Et puis, cette photo a ressurgi dans ma mémoire. Et j'ai eu l'intention d'aller voir cette île. Et malheureusement, c'était alors j'avais un peu plus lu Les Tristes et les Pontiques. J'avais découvert qu'Ovide était né au printemps. Il était né exactement le 20 mars. Là, d'ailleurs, je suis très contente que cette rencontre ait lieu en mars parce qu'on fête vraiment un anniversaire. Et je voulais absolument arriver au printemps. Je voulais arriver le jour de son anniversaire parce que apparemment, lui-même, quand il a été relégué, il est arrivé à ce moment-là de l'année où il faisait encore très froid, c'était encore hivernal. Et donc, je décide d'y aller. Donc, il fallait partir début mars, enfin autour du début mars, pour arriver le 20. Enfin, partir à peu près dans ces eaux-là. Et malheureusement, là, c'était en 2020. Et on a annoncé le confinement. Enfin, même avant le confinement, il y avait déjà une sidération. On ne comprenait pas trop ce que cette pandémie allait donner. Enfin, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Et notamment en Italie, déjà avant le mois de mars, il y avait beaucoup de morts. Enfin, il y avait un vrai mystère à ce moment-là, qui fait que en dehors même du confinement, je ne serais pas partie, quoi, même s'il n'y avait pas eu de confinement. Et puis, bon, ça m'a un petit peu... je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire ? Puis, je ne sais pas, la première année, je ne sais pas comment vous avez vécu cette période de la pandémie, mais moi, la première année, j'étais assez... paralysée, quoi. Je me disais, est-ce que ça, sans avoir peur, mais j'étais en observation, bon, est-ce que ça va être, est-ce qu'il y aura 40% de morts ou 1%? Et puis bon, au bout d'un an, on a vu que c'était quand même pas, si c'était pas la peste. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a eu de nouveau un confinement. Donc ça a repoussé encore mon voyage. Et puis j'ai eu cette impression surtout, et qui se confirme quand même aujourd'hui, parce que je vois qu'on fête presque, enfin il y a beaucoup de reportages en ce moment sur le 5e anniversaire du confinement, qu'il faudrait prendre conscience que c'était un événement historique, etc. Et c'est drôle parce que moi je m'étais dit, bon, parce que j'avais aucune envie, j'ai jamais fait de journal de confinement, enfin, j'avais l'impression que tout le monde en faisait, enfin c'était vraiment... Mais j'ai eu envie de traiter ça comme un événement historique, parce que je pensais vraiment que ce serait, dès qu'il y a eu le 2e, que c'était quand même un événement historique, et qui m'empêchait de partir. Donc ça me faisait traiter un autre sujet qui était l'empêchement. Et cet empêchement me rapprochait d'Ovide, qui était empêché, qui a vécu que ça, quoi. Quand il a été relégué par Auguste, il s'est trouvé, sa vie a basculé complètement. Et donc on se trouvait un peu dans la même situation. Ça m'a plutôt... je me suis mise à écrire, quoi, à ce moment-là, mais sur l'empêchement et sur l'attente. Et cette attente a duré encore 1 an de plus. Et là, à ce moment-là, à cause de la guerre en Ukraine, qui était en 2022, qui a commencé, pareil, en février. Et les Roumains, à ce moment-là, en Roumanie, c'était encore, d'une part, il y avait encore beaucoup de Covid. Et puis, surtout, ils avaient très peur, quoi, que Poutine aille un peu plus loin. Donc, ce n'était pas le moment d'y aller non plus au printemps. Donc, il a fallu attendre 2023 pour partir. Bien, alors là, vous nous avez fait faire le voyage que vous avez fait vous-même, ou en tout cas une partie de ce voyage qui a consisté effectivement à attendre de faire le voyage. Dans le livre, la partie consacrée à l'attente est plus longue, occupe plus de place que la partie consacrée au récit du voyage à Constanța jusqu'à l'île d'Ovide. Alors, vous avez dit quelques mots à propos de l'île en question. J'espère que tout le monde la voit
Il se trouve que l'image que propose Wikipédia est toute petite, mais ce n'est pas grave puisque Béatrice Commanger va nous lire la description qu'elle fait de l'île en question. Donc, cette image, en effet, n'avait à première vue rien d'exceptionnel. Elle représentait une île de petite taille, posée sur l'eau, un peu au large d'un rivage, une photo comme il en existe des milliers dans les boutiques des stations balnéaires. Les îles font rêver, les rêves se vendent bien. Celle-ci était presque entièrement couverte de végétation, des arbres au feuillage épais, d'une hauteur respectable, sous lesquels se devinaient 2 ou 3 maisons. Nous étions aussi loin des Maldives que des Cyclades ou du Dodécanèse. S'en dégageait plutôt la douceur d'un jardin, sa quiétude, l'île parfaite. L'adjectif m'était venu à l'esprit spontanément, peut-être à cause de ses rives lisses, recouvertes de verdure, jusque dans l'eau, dessinant un ovale régulier. Le cadrage était sans doute aussi pour quelque chose dans cette impression de perfection. Le photographe avait pris soin, semble-t-il, de poser son île à égale distance entre ciel et mer. Une symétrie brisée, heureux hasard, par la présence opportune d'un nuage blanc sur la droite, un de ces nuages de beau temps, cotonneux, qui ne faisait qu'accentuer cette impression de presque paradis. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais... Et donc le texte se termine effectivement sur le mot paradis. Ça signifie que dans votre esprit, il va y avoir une image de l'île qui va être manifestement extrêmement valorisée. Et cette image-là risque de devoir être confrontée avec la réalité de votre visite. Vous dites d'ailleurs que cette façon de procéder dans vos voyages, puisque ne jamais arriver est aussi un art de voyager. Ouville a écrit un art d'aimer. Je crois qu'on peut lire ne jamais arriver comme un art de voyager. Et une des composantes de cet art de voyager consiste pour vous à confronter ce que vous avez rêvé, le mot de rêve apparaît fréquemment sous votre plume, avec la réalité. Et vous vous posez la question suivante: d'où provenait encore et toujours ce besoin de confronter la réalité d'un paysage à la délicieuse imprécision de mes rêveries? Vous posez la question, est-ce que vous avez la réponse? Non, j'ai pas la réponse. D'ailleurs, quand j'arrive à Constanza, je crois que je cite aussi une phrase de Ségalène qui dit la réalité se renforce-t-elle ou déçoit-elle quand on la confronte au réel. Et c'est une phrase que je me dis depuis 40 ans et j'ai pas trouvé la réponse. Mais ça aide à se déplacer, à bouger, à prendre l'initiative de partir, quoi. Et c'est ça l'essentiel. Là, d'ailleurs, pour cette île, si j'avais voulu vraiment... j'ai très vite compris, avant même de partir, parce que étant donné que j'étais empêchée de partir, j'ai beaucoup regardé des photos sur Internet, et j'ai vu que l'île n'était pas si... Bon, d'une part, je découvre que l'île est sur un lac, et puis que c'était pas le paradis que montre celle-là, quoi, qu'a l'air de montrer celle-là avec ce joli ciel et cette petite végétation. Enfin, elle a pas cette forme d'ailleurs. Là, il faut, je sais pas comment, parce qu'elle est vraiment ovale, elle est beaucoup plus. Et il y a toute une partie un peu, et elle est toute petite. Là, on n'a pas idée. On se demande si c'est grand, si c'est petit. Enfin. Mais ça ne me décourageait absolument pas, au contraire. Non, parce qu'après, c'est Ovide qui a pris le relais. C'est qu'en lisant les Tristes et les Pontiques, j'ai vraiment eu envie de refaire le voyage, de refaire même, si j'avais pu, d'ailleurs j'ai cherché au début à partir en bateau, mais bon, c'est impossible, il n'y a pas de bateau qui... on peut faire Brindisi-Patras, mais après, c'est fini. Et après, j'avais cherché un voilier. Il y avait des amis qui avaient... Bon, ça, c'est pas fait. Mais j'aurais bien aimé le faire comme Ovide, qui a failli... qui a eu un... J'ai projeté une carte que vous m'avez transmise et qui nous fait voir très exactement quel est l'itinéraire suivi par Ovide. Alors, vous me croyez quand je vous dis que ça nous le fait voir très exactement, mais... vous en êtes peut-être
plus convaincu si vous voyez cette carte-ci. À Mais savoir là, ça ne part pas de... Ah oui, c'est pareil. Voilà, Brindisi, oui. on ne voit pas Rome sur la carte que je vous propose, mais bon, tout le monde sait où ça se trouve. On voit la botte, le talon de la botte, d'où est parti Ovide. Je vous laisse continuer, par exemple, en nous parlant de certaines étapes importantes. Ben, l'important surtout, qu'on ne peut plus faire, mais que j'ai pu voir, vous voyez là, au-dessous de Corinthe, il y a écrit Chancré. Et parce que à ce moment-là, expliquez-nous, oui, effectivement, ce qui se passait et ce qu'Ovide a dû faire. Ovide, à ce moment-là, donc il n'y avait pas de canal de Corinthe, et les bateaux étaient tirés sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Dioklos, et il reste quand même, dont il reste des traces, et c'est très émouvant parce qu'en plus c'est un lieu où il n'y a absolument personne. On peut voir ces pierres qui sont, on se dit, le bateau est passé par là, quoi. Il y a si peu de choses qui sont les mêmes que ça. Je trouve que c'est une des parties les plus émouvantes du voyage, ça, ce Dioklos. Et donc les bateaux après étaient passés de l'autre côté et on repartait de Chancré. Et à ce moment-là, lui, il a fait en bateau jusqu'à... oui, mais là, c'est pas... Ouais, on ne voit pas trop. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il s'est arrêté, apparemment, enfin, d'après ce qu'il dit, à Samothrace assez longtemps. Hein? Où est les Samothrace? Ah oui, voilà, nous y voilà. Je ne voyais pas Samothrace. Quelle est l'importance de cette halte à Samothrace sur laquelle vous insistez? Moi, j'aimerais j'insiste, mais j'aimerais bien, peut-être vous en savez plus que moi, parce que j'ai cru comprendre en lisant des biographies, etc., qu'on ne sait pas trop, mais on a l'impression qu'il y est resté plusieurs mois quand même. Hein. Par peur, parce que le voyage s'était très mal passé. Il y a une grosse tempête, surtout entre Brindisi et la Grèce. Et ensuite, d'ailleurs, il n'a pas voulu, de Samothrace, il n'a pas voulu passer le détroit des Dardanelles en bateau. Hein, il est reparti, il est allé en face. Son bateau a fait ce trajet. Voilà. Et après, à pied, a fait voilà, ce trajet. C'est ça. À propos de Samothrace, que c'est la dernière terre civilisée avant le monde des barbares. Oui, ça veut dire que Ovide était envoyé chez les barbares, c'est ça? Que ces repères de Romains, ça c'est lui qui l'écrit, hein. Avaient disparu? Les repères de poètes, mais je ne sais pas, lui il a vécu comme une terre de barbares. Apparemment il y avait quand même beaucoup de guerres là-bas. Hein. C'était... non, ça c'est sa vision. Hein. Et je pense que ça devait quand même être assez dur, la vie là-bas. Mais lui, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'était pas exilé, mais il était relégué. Donc, d'après ce que j'ai lu, il avait quand même droit à des domestiques, hein, je ne sais plus. Enfin, moi, j'ai lu ça. Je sais pas, mais là, je crois que vous en savez plus que moi. Hein. Il n'avait pas perdu ses biens, effectivement. Voilà. L'empereur ne l'avait pas dépouillé de ses biens, ni de son titre de citoyen romain. Mais surtout, moi... J'ai cru lire qu'il n'est pas parti tout seul. Il y avait un peu des domestiques. Il n'était pas tout seul, quoi. Oui, donc il ne faudrait pas verser dans le misérabilisme. Non, mais lui verse beaucoup dans le misérabilisme. À l'autre bout du monde. Mais là, vous donnez envie de lire les tristes et les pontiques. J'espère. C'est un prolongement heureux, effectivement, oui. de la lecture, de ne jamais arriver. Alors, vous nous avez dit qu'effectivement, ce voyage allait être reporté. Et ce que vous avez fait dans votre livre, c'est quelque chose comme la chronique d'un voyage projeté. Alors, ça devient une ode à la rêverie, moi, je trouve, finalement. Et alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que le départ est reporté à une date, on va dire une date ultérieure. Tout cela parce que le 17 mars, ça, c'est aujourd'hui. 2020, on est bien d'accord. Hein. Plus personne ne peut plus rien faire. Alors, est-ce que le fait que nous nous retrouvions aujourd'hui, le 17 mars, est une coïncidence que vous aimeriez commenter? Je vous cite pour ce qui concerne les coïncidences. Dès que j'ai retrouvé ma citation, la voici. « Les coïncidences font seulement les bonheurs des inventeurs d'histoire. » Oui. Est-ce que cette coïncidence, c'est juste quelque chose qui peut
être saisi au vol par un inventeur d'histoire, ou bien est-ce que, pourrait, comme non. dans l'Antiquité, les coïncidences sont des signes qu'il faut interpréter? Je ne sais pas s'ils sont des signes, mais moi, ça pourrait être le signe justement des inventeurs d'histoire. Le fait de cette coïncidence, admettons que ça pourrait faire le départ d'une nouvelle, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup les coïncidences. J'aime beaucoup les coïncidences. Et là, vous savez, je n'y avais pas pensé vraiment. On me disait le 17 mars. Vous êtes servi ce soir. Oui, oui, je suis vraiment servie. Et parce que c'est vrai que le livre, il est paru quand même en octobre. Donc, c'est ma dernière rencontre. Enfin, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est vraiment loin par rapport à la sortie du livre. Et je me dis, ça tombe très, très bien, quoi. C'est formidable. Oui. Ouais, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, effectivement, le voyage est reporté à plus tard et vous allez, je ne sais pas quel verbe il faut employer, vous abandonner ou vous adonner, parce que c'est une pratique très maîtrisée chez vous, vous allez vous abandonner ou vous adonner à la rêverie. Mais c'est compliqué de s'abandonner à la rêverie parce que, je vous cite, rien n'est plus exigeant qu'une rêverie. Il faut lui raconter des histoires si l'on ne veut pas qu'elle dépérisse. Donc vous allez avoir besoin d'alimenter votre rêverie. Et la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est de quoi se nourrit une rêverie? Ben là, la rêverie, elle s'est alimentée, c'est-à-dire qu'après ce choc de l'empêchement, à l'empêchement a succédé l'attente, quoi, qui commençait à être longue, surtout dès la deuxième année. Et j'ai eu l'impression que le comble de l'attente, pour moi, c'était l'adolescence. Et ça m'a replongé dans... Enfin, j'ai eu envie de traiter un petit peu cette période de l'adolescence qui, j'ai l'impression, est vraiment le comble de l'attente, parce que il y a un inconnu total, un inconnu de tout, un inconnu de la vie qu'on aura, bien sûr, et dont on rêve, et un inconnu même de notre corps. Enfin, on ne sait pas si on va être grand, si on va être gros, si on va être... moi, je sais que c'était quand même... Mais j'ai beaucoup aimé, là. On dit toujours que les adolescents sont tristes. Moi, j'ai gardé un très bon souvenir. Enfin, il me tardait d'en sortir, mais pas parce que j'étais pas heureuse, mais pour en sortir. Mais en même temps, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup cette période de métamorphose, d'une certaine façon. Et là, on en revient au vide. Vous faites aussi beaucoup de rapprochements pour alimenter cette rêverie. J'en cite quelques-uns. L'anniversaire d'Ovide Atome et l'anniversaire de votre aisant en France. Le rapprochement de l'Insula Ovidiu et d'une autre île, l'Isola di San Giulio, sur le lac d'Orta, dans le Piémont. Oui, vous faites le rapprochement entre le tombeau d'Ovide, que vous allez découvrir, on l'espère, et le tombeau d'Homère, à la recherche duquel vous étiez allé précédemment. J'ai l'impression que, d'une certaine façon, vous avez utilisé tout ce qui est en rapport avec Ovide comme un fil de chaîne, et qu'à travers ce fil de chaîne, vous faites passer le fil de trame de vos souvenirs et de vos rêveries. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe ? C'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est-à-dire aller chercher les tombes, ça j'ai beaucoup fait. Mais là, c'est Homère qui est venu, quoi. Mais c'est vrai que le tombeau d'Homère, il n'existe pas, ou même mais on ne sait même pas où il est né, hein, parce que de temps en temps c'est Kyo, ou bien. Là, j'avais cherché à Kyo, mais c'est peut-être pas sûr du tout. Et je crois qu'on dit qu'il est mort à Ios, enfin bon, peu importe. Mais donc, comme j'étais à la recherche, enfin, j'espérais pouvoir trouver le tombeau d'Ovide, donc j'ai repensé au tombeau d'Homère et à un voyage que j'avais fait à Kyo. Donc, vous patientez, vous prenez votre mal en patience, et finalement, une fenêtre, comme on dit quand on envoie des fusées dans l'espace, une fenêtre va s'ouvrir qui va vous permettre de voyager pour de vrai, hein, pas uniquement en imagination, et de voyager à Sulmone, dans les Abruzzes,
à 170 km à l'est de Rome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si ce n'est pas indiscret, ce que vous alliez faire à Sulmone? Sulmone, normalement, j'ai dévié. J'ai vraiment dévié de ma route. Mais comme je ne pouvais pas, c'était vraiment en 2021, là. Et il y avait quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, on avait le pass sanitaire et on pouvait bouger. Mais il n'était pas question, puisque c'était l'été, on pouvait bouger que l'été, puisqu'après ça a recommencé. Il n'était pas question d'aller là-bas. D'abord parce que c'était l'été, et surtout parce que c'était l'été, parce que la Constanza est une grande station balnéaire que je n'avais vraiment pas voulu voir en été. Et donc, j'en ai profité pour aller voir le lieu de naissance d'Ovide. Parce que malgré tout, dans les Tristes, il y a une très belle lettre, enfin appelons-le lettre, où il raconte notamment, d'ailleurs en partant, je crois, de son anniversaire, qui est le 20 mars, et je ne sais pas si c'est dans la même lettre, et où il parle de son lieu de naissance, qui est Sulmona, des sources fraîches, et c'est là, d'ailleurs, et même de son amour de Corinne aussi, où il est l'amoureux qui est abandonné par sa fiancée. Enfin, donc, j'ai saisi cette opportunité d'aller à Sulmona, qui n'était pas du tout prévue. Si j'avais pu partir en 2020, je croyais que je serais peut-être allée à Sulmona à un autre moment, mais ce ne serait pas dans le livre. Tandis que là, du coup, c'est dans le livre. Et Sulmona vaut la peine. C'est vraiment, ça fait partie de ces villes italiennes qui sont très vivantes et pas touristiques encore, quoi. Alors, si je comprends bien, dans l'art de voyager que vous écrivez d'une certaine façon, il y a une composante incontournable, c'est la culture. Mais alors j'ai envie de vous dire, et si on n'est pas cultivé, si on n'a pas lu Ovide, si on n'a pas lu Nietzsche, si on n'a pas lu Dante, si on n'a pas lu tous ces gens-là, est-ce que l'on peut encore voyager de façon profitable? Eh bien, que tout le monde se rassure, la réponse est oui. Et vous nous en apportez la preuve à l'occasion de ce voyage à Sulmone, justement. Vous en avez un peu assez d'être sur l'autoroute. À un certain moment, vous vous dites, tiens, je vais quitter l'autoroute. Autrement dit, je vais me détourner du chemin que j'étais censé conserver jusqu'au bout. Et à ce moment-là, vous faites halte dans un petit village qui s'appelle Manopello. C'est l'arrière-pays adriatique. Ce n'était pas prévu. Que se passe-t-il? Vous voulez lire? C'est marrant que ça plaise à ce point, ce petit détour. Comme quoi les détours sont mieux que les vrais trajets. C'est à partir d'où? En haut? Ah oui. La voiture avait gravi la côte dans la joie. Le bistrot était là. Ah oui, parce que je rêve d'un bistrot. Voilà, on commence là quand même. Le bistrot était là, da Angela, avec sa façade d'un vert turquoise un peu passé et les fauteuils orange de sa terrasse installée sur la place. Personne, en cet instant, ne pouvait m'imaginer en ce lieu. L'enchantement venait de cet anonymat absolu, de ce rapt impromptu d'un morceau de temps et d'espace qui redoublait ma sensation tout simplement d'être là. En m'apportant le café, la serveuse m'avait demandé si j'avais vu Il volto santo, le saint voile. Seul ce mystérieux voile semblait digne d'un détour par Manopello. Le pape Benoît XVI lui-même était venu se recueillir 15 ans plus tôt devant le saint suaire qui portait l'empreinte du visage du Christ. Mais non, lui répond, je n'étais pas là pour le voile. J'ignorais tout du voile, tout de l'histoire de ce village où j'aurais pu ne jamais m'arrêter. J'étais seulement là pour voir la lumière décliner sur les montagnes des Abruzzes, voir ce qu'un petit enfant nommé Publius Ovidius Naso avait vu au temps où Jésus n'était pas encore né. Mais je me suis tue. Qui m'aurait cru? Donc, si je comprends bien, votre approche du voyage oscille entre deux pôles assez éloignés l'un de l'autre. D'un côté, un pôle culturel qui est nourri de lectures nombreuses et variées. Et de l'autre côté, l'abandon à la sensation,
à quelque chose de totalement superficiel, où on ne retrouve plus du tout la profondeur dont je parlais précédemment. Comme s'il y avait un mouvement de va-et-vient entre ces deux pôles, et comme si l'équilibre d'un voyage réussi consistait à se donner comme point de départ quelque chose de très exigeant, et à être capable en cours de route de s'abandonner à quelque chose de beaucoup plus insaisissable. Je ne sais pas si c'est l'exigence. Je crois que si c'est parce que là ça paraît, c'est pour la culture, c'est pas tellement ça. C'est pour m'approprier, parce que j'ai l'impression qu'on oublie trop le passé. Et je veux toujours qu'il y ait le passé le plus lointain même, là en l'occurrence c'est 2000 ans, montrer que le passé est présent, que les écrivains du passé sont présents. Donc c'est un moyen, donc c'est effectivement le prétexte du départ, mais moi ce que j'aime dans le voyage, c'est justement l'inattendu. Pour ça que j'aime pas trop les autoroutes, c'est prendre des petites... c'est la surprise, quoi. Et j'attends la surprise. Je ne vais pas dans une ville pour aller voir les monuments qu'il faut aller voir. Bon, quand on y est, on va les voir à peu près. Mais les vrais bonheurs du voyage, c'est plutôt les surprises de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quoi, comme ce village. Alors, vous finissez par arriver à Sulmone. On peut se demander si effectivement, de détour en détour, vous allez y arriver. Ça y est, nous sommes à Sulmone. Mais, et ça va dans le droit fil de ce que vous venez de dire, au lieu de vous procurer un plan de la ville, voire au lieu de consulter votre GPS, eh bien voici ce que vous faites. Je vous cite. « Je refusais de m'aider du moindre GPS pour me diriger dans la ville. Ce serait me priver de cette joie si particulière d'errer au hasard des rues, flairant, tel un chat, ces odeurs, ces lumières et ces petits bruits qui vous conduisent immanquablement, si vous leur accordez confiance, vers ce cœur où la vie palpite. » Voilà donc comment on peut aussi pratiquer l'art du voyage en s'abandonnant à ce qu'on peut découvrir quand on renonce à être guidé en aveugle, comme vous le dites, par le GPS. Alors, vous finissez quand même par trouver des choses très précises. Par exemple, des sources qui sont supposées être fraîches et qui sont supposées être celles dont Ovide avait parlé lorsqu'il écrivait C'est dans les amours, lorsqu'il écrivait une élégie dans laquelle il déplorait l'absence de Corinne, de sa maîtresse, absence qui rendait le paysage absolument insupportable, alors qu'en soi, le paysage est magnifique. Qu'est-ce que vous trouvez en guise de source fraîche ? Lisez, je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas de source en tout cas. C'est complètement à sec. Mais il y a une citation d'Ovide à la place. L'endroit était désert lorsque j'y parviens. Il y avait bien là une fontaine, un haut mur long et lisse d'une dizaine de mètres, fait de grandes pierres blanches de taille régulière, qui surplombaient un bassin minuscule et vide, ou plutôt rempli de feuilles mortes. Venait-elle de tomber en juillet ? Où était-elle de l'automne précédent ? Du gazon poussait entre les dalles du sol. Cette verdure sauvage aurait pu m'aider à éprouver la douce tristesse d'une solitude mélancolique, mais je ne ressentais que la désolation du lieu abandonné. Pas une goutte d'eau ne surgissait de la fonte d'amore. Pourtant, quelqu'un avait tenu à rappeler l'appartenance du poète de l'amour à cette source invisible, en fixant, de chaque côté de la fontaine, 2 panneaux jaunes où je pus lire à haute voix « Sulmo mihi patria est ». Je ne finis pas tout parce que c'est trop long. C'est en latin. Ces vers si célèbres, des tristes, cette trace si infime de l'attachement à sa ville, de l'homme vieillissant, prisonnier de Thomis. Sulmo est ma patrie où abondent les sources fraîches. Donc, à la place des sources fraîches, on ne trouve plus exactement ce que l'on attendait. Et vous dites, insidieusement, l'image de mon île parfaite, posée sur un lac au large Constanza, se superposait à celle de la si triste Fonte d'Amore. Et donc, nous avons ici affaire à quelque chose qui est peut-être un peu inquiétant pour ce qui concerne l'issue du vrai voyage, du voyage à Sulmone. On fait la tentative du voyage à Constanza. Oui. On fait la tentative à Sulmone de confronter les rêveries
que l'on a entretenu à la réalité, et on s'aperçoit que la réalité est extrêmement décevante. Est-ce que c'est effectivement quelque chose comme une préfiguration de ce qui se passera à Constanța? Oui, un petit peu, je sais pas. Un petit peu, c'est vrai. Tout à fait. Alors le voyage se termine, vous revenez au pays et vous vous mettez à voyager de diverses façons, mais cette fois-ci sans vous déplacer. Ça peut être un voyage en mémoire, par exemple le voyage à Rome, que vous aviez entrepris de longues années auparavant, et que vous aviez entrepris, non pas seul, mais en compagnie d'une de vos amies d'enfance, Monique, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle est la bonne solution pour voyager? Voyager seul? Voyager à plusieurs? Il n'y en a pas. Pas plus de 2, je crois, en tout cas. On essaie vraiment d'avoir tous les conseils possibles. Hein. Non, pas plus de 2. Et il faut bien s'entendre. Alors, quand vous lirez le passage qui correspond à la découverte du forum, je vous laisse aussi découvrir des choses, hein, vous vous rendrez compte qu'il se passe un petit peu la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire que ce lieu dont on sait qu'Ovide l'a parcouru, ce lieu, qu'est-il devenu? Mais là, vous parlez du voyage à 18 ans, là? Oui, c'est ça, celui que vous rappelez et dont vous détaillez les étapes. Oui, à l'époque, je ne pensais pas à Ovide. Hein. Mais c'est plutôt maintenant que je peux y penser. Enfin, je ne sais plus comment c'est. Mais je sais que j'ai quand même pu voir à cette époque, c'est-à-dire dans les années 70, le forum un peu vide déjà, avec des chats, ce qui n'est plus le cas. Mais surtout, ce que j'ai cherché à Rome, ce voyage-là, moi, je l'ai traité plutôt pour l'adolescence, hein, pour le premier voyage. Enfin, c'est pas lié du tout à Ovide. C'est plutôt quand je disais que le fait de ne pas pouvoir partir m'avait ramené à mon adolescence. C'est un petit peu le récit de ce voyage vient de là. Hein. Il me semble qu'après je reparle de Rome beaucoup plus quand je y vais vraiment pour le voyage qui nous intéresse en 2023, parce que ça commence là quand même. Après le voyage imaginaire, enfin le voyage par le biais du souvenir que vous faites à Rome, donc, vous vous replongez dans le temps d'Ovide et vous dites « La plongée radicale dans un autre temps avait toujours su calmer ma soif d'espace et mes désirs de route. » Alors, entre autres choses, vous allez signaler que le temps d'Ovide, c'est le temps de l'attente. Vous en avez déjà dit un mot. Est-ce que vous voulez insister sur cet aspect? Je sais pas. Par exemple, derrière les murs du lycée, le rêve était bien plus réel que les événements du monde. L'attente, c'est celle ce que je qui a disais été la tout à vôtre quand vous étiez adolescente. Oui, adolescente. Se plonger donc dans le temps d'Ovide, mais aussi se plonger dans son œuvre, et en particulier dans les fastes. Alors les fastes ne sont peut-être pas les vers d'Ovide qu'on lit le plus volontiers, mais ils vont résonner d'une façon toute particulière en rapport avec la fête d'un certain dieu, puisque les fastes sont un ouvrage consacré au calendrier romain et où les fêtes des dieux sont expliquées, on apprend leur origine, on apprend la forme qu'elles prennent. Il est question du dieu Terminus. Le dieu Terminus joue un rôle particulier dans votre récit. Est-ce que vous pourriez nous dire lequel? Ça a été une vraie découverte, parce que je crois que j'ai découvert ça vraiment en même temps. Donc mon voyage a été empêché en 2022 par la guerre en Ukraine, et j'étais justement en train de lire les fastes. Et je découvre que la frontière avait son dieu qui s'appelait Terminus. Et je me trouvais confrontée au présent avec une histoire de frontière qu'on voulait un petit peu contester, certains Poutine voulaient contester. Et là, je me suis amusée même à essayer de regarder comment était matérialisée la frontière entre
la Roumanie et l'Ukraine, dans les Carpates, à un moment, mais il n'y a presque rien. Il y a tout d'un coup une borne toute simple. Mais les frontières, c'était simplement des bornes à l'époque. Et même encore aujourd'hui, la frontière dans la montagne, il y a une photo avec cette borne. Et c'est la frontière roumaine et ukrainienne. Alors, à force de lecture, à force de rêverie, à force de remémoration, le moment du départ finit par se rapprocher et par conséquent, vous préparez votre voyage. Mais vous le préparez en vous imposant malgré tout de sacrées contraintes. J'en ai dressé la liste. Est-ce que vous choisissez de vous déplacer en avion? Non, vous partez de Dordogne en voiture. Est-ce que l'itinéraire que vous choisissez sera le plus court possible? Non, il faut qu'il passe par Rome parce que c'est de là que Ovide est parti. Il y a une date aussi dont vous nous avez parlé. Il faut à tout prix que vous arriviez le 20 mars. Est-ce que vous prenez dans vos bagages le guide du routard? Je n'en sais rien, mais je sais que vous prenez la géographie de Strabon. Strabon, un géographe de l'époque d'Ovide. Tout ça est quand même assez curieux. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi votre sac de voyage est surtout plein de ces choses qu'on n'aurait pas forcément toujours pensé à prendre? Il y a quand même une carte routière, hein, en plus, malgré tout. Et à cause de cette date-là, malgré tout, c'était ça qui guidait. Et je crois que je donne une explication, enfin plutôt une excuse, parce que j'aurais bien voulu le faire plus lentement. Mais je trouve un bon prétexte pour prendre les autoroutes. Mais de toute façon, je voulais que ce soit vraiment sur la terre. Il n'était pas question. Donc, comme je vous avais dit, j'aurais aimé le faire comme Ovide, par la mer, enfin, aux 3/4. Là, ce sera aux 3/4 sur la terre, mais l'avion, mais c'était absolument exclu. C'était pas le point d'arrivée qui comptait. C'était quand même vraiment de ressentir, surtout que le voyage a été éprouvant pour Ovide. Donc, c'était pas simplement l'arrivée et la vie là-bas à Tomis. Donc, le voyage, on l'a repéré sur cette carte. Vous avez surligné au stabilo jaune la route que vous avez choisie. Quand même, vous ne dites pas que c'est une performance, presque une performance physique. Combien de kilomètres tout ça? Plus de 3000? Je crois que c'est 2000 juste. Non, non, 2000. Non, 2000 c'est à vol d'oiseau. Vous sous-estimez là. 2000 c'est à vol d'oiseau. Non, mais parce que j'avais regardé. Mais effectivement, c'était 8 heures de conduite par jour à peu près. Ouais. 500 km par jour, quelque chose comme ça? Oui. Parti le 12 et arrivé le 20. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire, une véritable performance. Oh. Alors, puisque nous en sommes au voyage, non plus tel qu'il se rêve, non plus tel qu'il se prépare, mais tel qu'il se fait, eh bien voilà, il y a des dates, départ le 12, arrivée le 20. Les étapes, nous les voyons, en tout cas, nous voyons l'itinéraire sur la carte. Et nous assistons aussi à un certain nombre de choses curieuses. À savoir que vous dites, vous posez par exemple la question suivante. Entreprendrait-on le moindre voyage sans le secret espoir de trouver en chemin ce que l'on n'attendait pas? Alors on finit par se demander si le voyage jusqu'à Constanța est vraiment un voyage qui a pour but, qui a pour destination Constanța, ou bien qui a pour but de saisir toutes les opportunités qui se présenteront en chemin. Les deux. Mais c'est surtout pour ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les vraies joies du voyage, c'est quand même vraiment de trouver ce qu'on n'attendait pas. Et c'est bien pour ça que j'aime pas trop les voyages en avion. Là, c'est ce qui permet... Moi, il me semble que le vrai voyage en ce moment, c'est de prendre sa voiture et de rouler sur les petites routes. Hein. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin, même. La problématique de l'empreinte carbone n'est pas forcément une problématique à laquelle vous êtes sensible. C'est-à-dire, tant mieux. En plus, j'ai peur en avion. Mais non, je rêve de faire le tour du monde en cargo. Là, ça fait 40 ans que je remets ça. Je crois que je ne le ferai pas.
Alors, évidemment, vous avez dit que vous aimiez les détours, et les détours, vous en faites. Vous en faites à la fois sur la route, et vous en faites aussi dans le texte, ce qu'on pourrait appeler des digressions. Alors, à propos de la route, justement, un embouteillage imprévu vous impose une étape imprévue, une étape à nos lits. Alors, ça tombe bien, comme on n'a rien fantasmé sur nos lits, on peut dire être là, ne rien attendre, enfin. Oui, mais il y a un Dieu facétieux qui veille sur votre parcours, et il se trouve qu'à Noli, un exilé célèbre est passé quelques années, voire quelques siècles plus tôt, et que, comme par hasard, comme par coïncidence, vous tombez sur une certaine plaque commémorative. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, je vous avoue, je ne le savais pas du tout avant. Noli, pour moi, c'était... Je connaissais un petit peu ce nom, je savais que c'était pas mal. C'était Anaïs Nin qui s'était arrêtée à Noli. Et donc, j'ai dit, c'est pas mal comme étape. Mais le lendemain, en se baladant dans la ville, je vois une plaque de Dante qui s'est arrêté là, sur le chemin de l'exil, lui aussi, quoi. C'est extraordinaire. Voilà une coïncidence intéressante. Donc, exilé numéro 1, je fais les choses chronologiquement, Ovide, qui est parti de Rome. Exilé numéro 2, Dante, qui est parti de Florence. Et exilé numéro 3, vous ne voyez pas ? Non, je ne sais pas. Béatrice Comanger, qui est partie d'Alger. Est-ce qu'il y a effectivement, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou que les dieux vous l'imposent, est-ce qu'il y a cette espèce de fil conducteur ? Je ne sais pas. J'ai pas trop pensé pour Ovide. Mais ça se peut. Autant, par exemple, j'ai écrit un livre sur Laurence Durel, qui a quitté l'Inde coloniale à l'âge de 12 ans, un peu comme moi, quoi. Et je pensais que si j'avais envie d'écrire sur lui, c'était une des raisons. Mais pour Ovide, c'est-à-dire que moi, je me suis jamais sentie exilée. Je sais pas. C'est pas un mot que j'emploie. C'est peut-être pour ça. Et Ovide il était relégué. Puisqu'il aurait pu... Enfin, bon, on ne va pas parler de... Je trouve que c'est tellement différent pour, par exemple, les exilés d'aujourd'hui, ceux qui doivent quitter leur pays. Ils peuvent revenir, le pays est toujours là, quoi. Tandis que j'ai l'impression qu'en Algérie, ça n'existe plus. L'Algérie française n'existe plus. Donc, on ne peut pas revenir. Je ne sais pas, c'est tout à fait différent. Vous passez donc par Rome, alors cette fois-ci pour de vrai. Vous vous retrouvez sur le forum, qui ne correspond absolument pas à celui que vous aviez connu lors de votre premier voyage. Vous continuez, Matera, et vous arrivez à Brindisi. Alors Brindisi, c'est tout à fait, on l'a vu tout à l'heure, c'était le nom de Brand, mais c'est la même chose. Brindisi, c'est tout à fait au sud de l'Italie, dans le Talon. Et là, il y a quelque chose de très émouvant pour vous, à savoir que, comme ça s'est produit à quelques autres reprises dans votre voyage, vous êtes sûr, mais ce qui est absolument sûr, qu'Ovide est passé très exactement par là où vous allez passer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette émotion que l'on ressent quand on est sûr que celui dans les pas duquel on cherche à marcher a très exactement posé ses pas à cet endroit-là? Là, oui, c'était moins précis que pour le Dioclos, justement, quand il a le canal de Corinthe. Mais là aussi, Brindisi, il y avait une forme de... Parce que Brindisi, on dit que ça forme les cornes d'un cerf. Hein, et on peut les voir. Donc, bon, je me disais, il est parti de là. Mais là, c'était déjà de l'eau, c'est moins précis, mais au moins, on est dans un endroit qu'il a traversé. Et là, c'est comme la Via Appia, c'était
de toute façon, elle a quand même changé. De temps en temps, même l'autoroute passe par l'ancienne via Appia, mais pas toujours. Mais à Brindisi, j'étais persuadée, et il y a toujours une émotion là. On se dit, bon, bah, c'était là. Dans ces cas-là, d'ailleurs, je regarde plutôt le ciel, parce qu'il me semble que c'est plutôt le ciel qui est le même que la terre. Contempler aujourd'hui le ciel d'il y a 2000 ans, le même, me donne l'illusion d'être un oiseau sans âge. Vous allez donc essayer aussi de traquer tous les rapprochements possibles, les rapprochements géographiques, mais aussi les rapprochements météorologiques. Ah, si seulement il pouvait faire quel temps pour votre traversée? Quel temps souhaiterions-nous avoir quand nous faisons une traversée en bateau, en ferry, entre Brindisi, donc le sud de l'Italie, et Patras, le port de Grèce où arrivent les ferries? C'est-à-dire moi, en général, parce que je ne peux pas dire que j'ai vraiment le pied marin, j'aime bien avoir un beau temps, mais là, je souhaitais qu'il fasse vraiment mauvais, parce que Ovide raconte qu'il a failli mourir. Apparemment, il a même écrit sur le bateau, il dit peut-être que je vais mourir là. Enfin, c'est très émouvant, ce passage des tristes, là, vraiment, c'est un des plus beaux. Et effectivement, mais d'une manière assez brutale, l'après-midi, le bateau partait à 21h, en principe, en pleine nuit. Et vers la fin de l'après-midi, mais d'une manière brutale, le temps s'est mis à changer. Mais vraiment, il y a eu un vent très fort. Enfin, d'ailleurs, je crois que le bateau est parti 1 heure plus tard. Enfin, il ne partait pas, même. Et j'étais ravie. J'étais vraiment ravie là, de pouvoir éprouver, bon, pas la peur que pouvait avoir Ovide, mais au moins le vent, le froid. Donc, tout le monde retient bien, hein. Pas de GPS, une géographie qui date de plusieurs siècles, et si possible, prendre la mer quand il y a une tempête. Voilà, de façon un peu parodique, les conseils de voyage que nous donne Béatrice Commanger. Alors, ceci dit, vous continuez sur votre route. Bon, je vais passer certaines étapes parce qu'il faut bien aussi que nous arrivions, hein. Sinon, ne jamais arriver pourra s'appliquer à notre rencontre. Et vous vous retrouvez dans un petit village, ou une petite ville plus exactement, une petite ville de Bulgarie, puisque il faut bien... non, pardon, c'est la dernière ville de Grèce que je voulais évoquer, Kavala, oui, petite ville de Grèce, où vous faites la connaissance, si on peut dire, d'une jeune serveuse. C'est la serveuse du restaurant où vous mangez. La serveuse en question est roumaine. Alors, elle connaît Constanța, évidemment, mais elle ne connaît pas Ovide. Elle connaît également Samothrace, où elle s'est rendue, mais elle ne connaît pas ce qui, pour vous, faisait quand même, sinon l'essentiel, du moins un élément très important de l'île, elle ne connaît pas le sanctuaire des grands dieux. Et vous concluez le paragraphe en disant « Il y a longtemps que les grands dieux sont morts ». Et je dois vous dire que cette phrase m'a quand même bouleversé. Le grand Pan est mort. On le savait depuis longtemps, mais qu'on nous rappelle que les grands dieux sont morts, est-ce que ça veut dire, Béatrice Commanger, est-ce que ça veut dire que l'humanisme est mort? Je crains, oui, un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de résistants, donc il faut faire partie de la société secrète des humanistes. Mais non, mais là, moi, je ne le raconte pas, mais je suis allée à Samothrace une autre année, et ce qui m'avait frappé, c'est que ce sanctuaire des grands dieux, et c'était l'été en plus, même le 15 août, il n'y a personne. Et alors je pensais que Samothrace, je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas de touristes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Mais le 15 août, là c'était en plus la première année de liberté, à un moment, j'arrive dans un village qui était... On m'a dit, mais à Samothrace, ce qu'il faut voir, c'est les sources qui sont... Il y a des sources, pas des sources, comment on dit, des chutes. Des chutes un peu, et les jeunes se baignent là. Et alors, je vais dans ce village et je vois, mais alors, à peu près, vraiment une centaine, 200 tentes, des petites tentes de jeunes.
Et d'abord, je suis allée là parce que j'avais pris une voiture. Et il y a deux jeunes filles qui ont fait du stop. Et je dis, vous voulez aller où? Ils m'ont dit, ben, on campe là. Mais c'était une mer de tentes, de petites tentes. Et ils passaient une semaine là. Et j'ai dit, mais vous n'allez pas voir les ruines? Elles ne savaient même pas que ça existait, quoi. Elles allaient se baigner dans les chutes d'eau de Samothrace. Voilà. Et il y avait vraiment beaucoup de monde là. Mais ce n'était pas des touristes c'est une drôle d'île, Samothrace. Il y a du blé, il y a des champs de blé. C'est peut-être une des rares où il y a mais c'est pas... Et les plages, moi je crois que c'est pour ça que ça marche pas, le tourisme international. C'est parce que il n'y a pas de plage. Il y a des plages noires, un peu, la pierre est noire. Oui, ça a dû être volcanique. C'est pas volcanique comme Santorin, mais c'est pas très beau, quoi. Ah ben on est arrivé là, enfin. Vous commentez? Enfin, pas à Lille, mais... Je vous laisse commenter. Où sommes-nous? Là, vous reconnaissez la statue de la carte postale. On est sur la place principale de Constanța. C'est intéressant, là, d'ailleurs, parce qu'il y a le minaret. Un peu plus loin, il y a l'église orthodoxe, d'ailleurs. Et un peu plus loin, il y a une petite aire romaine. Mais ce que j'ai remarqué un petit peu tristement, c'est qu'il y a beaucoup de tombes, comme ça, autour de... Non, là, on ne le voit pas, le musée qui est juste derrière. Il est à droite, effectivement. Il est à droite. À votre place. Et où il y a pas mal de tombes avec des stèles. Et tout était du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Donc je me disais, bon, c'est pas Ovide. Je vous cite, « Tout Tomis était à inventer ». Tomis est le nom antique de Constanța. Donc, votre quête est encore une fois un petit peu, comment dire, démentie par la dure réalité. On aurait l'impression de baigner dans l'histoire ancienne, mais ce qui se passe au large de Constanța, au niveau du port, nous rappelle que l'histoire la plus contemporaine est aux portes de la ville. Ben oui, là surtout en plus en ce moment, c'était quand même... Enfin, j'avais lu, là j'ai pas voulu aller parce que le port actuel n'est vraiment pas à la place du port antique. Donc, j'avoue que je n'ai pas voulu aller sur le port. Mais ce que j'avais vu, il y avait des bateaux de guerre. Ben, c'est là que, par rapport à la guerre en Ukraine, il y avait les bases, quoi. Et l'actualité qui se rappelait à nous. Mais on pouvait tout à fait s'en extraire si on voulait. Alors, nous arrivons... Oui, fameux casino. C'est le fameux casino. Il est tellement beau que je vous le montre, mais on passe vite. Nous arrivons au sein des Saints, à la fameuse île on la voit Ovidiu. À peine, là. Alors, elle est tellement petite, effectivement, qu'on ne la voit pas. Mais j'ai voulu que sur cette carte figure Constanța, ici, où nous étions il y a un instant. L'île Ovidiu se trouve au large de la ville. Là, elle n'est même pas dessinée, non, c'est pas bien. Ah oui. Oui. Ouais, si on veut. Oui. Navodari et Ovidiu, l'île n'apparaît pas. Elle est à 500 mètres du rivage, dites-vous. Oui, à peu Alors, près. vous avez tout de même fini par arriver sur l'embarcadère qui est censé permettre d'accéder à l'île. Vous y êtes arrivé, si j'ai bien compris, non pas en suivant ce chemin, Constanța, l'embarcadère, mais en suivant ce chemin, comme si vous aviez vraiment hâte de quoi faire. J'avais pas hâte du tout, On se pose des questions. Comme si vous aviez vraiment hâte de retarder encore un peu plus la rencontre fatidique. Tout à fait. La rencontre fatidique... elle se résume en quelques pages, elle se résume en quelques mots. Je vais les lire. Cette île, un peu grise devant moi,
posée sur cette eau vert de gris, c'était donc elle qui avait nourri mon rêve pendant 3 ans, et je la contemplais comme j'avais contemplé son image morte sur mon écran froid. Tout ça pour ça. À destination des photographes, je sais qu'il y en a dans la salle. Aurais-je entrepris ce voyage si le cadrage avait été différent? Un cadrage raté, et voilà un rêve qui s'envole. Et du coup, je me pose une autre question, puisque manifestement, vous n'étiez pas fondamentalement curieuse de découvrir une île réelle dont vous vous doutiez bien, après avoir vu plusieurs photos, qu'elle ne valait pas le déplacement, si on peut dire. Non, en plus, d'ailleurs, il faudrait lire ce qui est prévu sur cette île. Non, en arrivant à Constanza, déjà, c'était en mars, donc non, parce que ce que j'avais lu, c'est qu'effectivement, il y avait des bateaux, il y avait un restaurant, normalement, on pouvait y aller quand même. Mais à l'hôtel, ils me disent, ça m'étonnerait que vous puissiez aller sur l'île en mars. Il y a pas le service de bateau n'est pas assuré. Mais j'y ai pas cru, parce que c'est pour ça que d'ailleurs je voulais aller jusqu'à l'embarcadeur, parce que je me disais il va bien y avoir une petite barque d'un pêcheur, et tout ça, ça n'existe plus du tout. Voilà. Et parce qu'ils m'ont dit en ce moment, elle est fermée en plus, parce qu'il y a un projet d'hôtel. Et au retour, je me suis renseignée sur ce projet d'hôtel. Et je crois que c'est pas c'est malheureusement la vérité, je crois. Alors il faut bien qu'on en revienne au point de départ, à savoir ce titre dont j'avais prétendu qu'il était énigmatique. Bon, je pense que l'énigme n'existe plus pour aucun d'entre nous. Le titre énigmatique est un extrait de Blaise Cendrars. Je vais lire la phrase entière, que vous placez en exergue peut-être de l'œuvre entière ou d'une partie de l'œuvre. Voilà la phrase entière. « Oh, ne jamais arriver, ne jamais débarquer, ne plus mettre les pieds sur un rivage, ne jamais accoster à un rivage où la vie souffre, geint, pue, n'être qu'un oiseau dans les airs. » Finalement, l'image de l'oiseau apparaît assez peu dans votre texte, mais elle apparaît au bon moment. Est-ce que effectivement, elle a vraiment du sens pour vous, cette image-là? Oui, enfin, cette phrase de Blaise Cendrars, il a écrit cette phrase, il est très jeune, il a écrit ça alors qu'il fait son premier voyage aux États-Unis, il est sur un paquebot, et il est le seul, un des rares à pas être malade, et il va sur le pont, parce qu'il tient son journal là, un petit peu, et il écrit ça. Il a envie que le voyage, ne jamais arriver à New York, là en l'occurrence, et donc et être comme l'oiseau. L'oiseau, ça a beaucoup de sens pour moi, mais tout le temps, parce que je crois que, je sais pas, ça représente la liberté, quoi, tout simplement. Mais là, c'est pas vraiment l'oiseau, c'est simplement mais en même temps, j'aime bien arriver, moi, aussi. Je sais pas. Oui, mais malgré tout, ces questions... Alors, c'est la lecture d'une autre épigraphe que je vais faire, parce que d'épigraphe en épigraphe, on arrive à faire le tour de l'énigme en question. Cette fois-ci, c'est Georges Séféris. Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi de port en port sur des coques pourries? Alors, on peut se poser la question. Vous avez cité à plusieurs reprises la phrase de Victor Ségalen. Et vous dites, la même phrase de Ségalen tourne en boucle dans mon cerveau. L'imaginaire déçoit-il ou se renforce-t-il quand on le confronte au réel? Je n'ai toujours pas la réponse. Ça date de l'époque où vous avez écrit le livre. Est-ce que vous avez aujourd'hui la réponse? Non, ça date même bien avant. Non, j'ai toujours pas la réponse. On en a parlé un peu tout à l'heure. Non. Bien, moi qui pensais que vous alliez faire un long développement, je suis pris de court. Alors, la réponse en question, je vais vous en soumettre une, vous me direz ce qu'elle vaut. Je la trouve dans une autre épigraphe, décidément, j'en fais le tour.
une épigraphe qui est celle d'Ovide, extraite des Remèdes à l'amour. L'amour doré agita ses ailes brillantes et me dit « Mène à bonne fin le nouvel ouvrage que tu veux écrire. » Je me demande si, à défaut de mener à bonne fin un voyage qui est toujours d'une certaine façon, me semble-t-il, voué à l'échec, est-ce qu'on ne peut pas au moins espérer mener à bonne fin un récit de voyage pour compenser l'échec de la réalité par une réussite littéraire? Je ne sais pas si c'est une compensation, mais je sais que j'ai voulu, parce que vraiment cette épigraphe qui est au début, au tout début du livre, et j'ai voulu la mettre en épigraphe parce que justement c'était à ce moment-là où je ne pouvais pas... je me demandais ce que j'allais écrire comme livre, parce que j'avais quand même rêvé d'un livre un peu, voilà, un récit de voyage. Je dirais même que s'il n'y avait pas eu tous ces empêchements, ce que je pensais faire, c'est vraiment ce voyage peut-être plus lentement et en réfléchissant sur les métamorphoses du monde, à cause des métamorphoses. Donc c'était vraiment lié à Ovide et pas forcément au but. Donc c'était vraiment un récit de voyage au présent, de A à Z. Donc là, je me retrouvais là-dedans et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Et je tombe là-dessus. Donc j'ai dit, il faut que j'aille au bout de mon livre au moins, quoi. C'était vraiment ça. Et ça a été vraiment au début. Au début, j'ai dit, je dois arriver à la fin du livre. Donc ne jamais arriver ne s'applique pas, voilà, heureusement, à l'écriture. Non. Victor Ségalen avait posé une question qui vous embarrassait. Je vous propose, pour finir, une citation de Victor Ségalen qui apporte une réponse pour ce qui le concerne, bien sûr. Vous nous direz si la réponse vous satisfait. Il dit ça à propos d'une campagne de fouilles de 6 mois qu'il avait entreprise en 1914 autour de Xi'an, l'ancienne capitale impériale chinoise, et il dit la chose suivante. « On fit, comme toujours, un voyage au loin de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi. » Je le reprends parce que je l'ai mal lu. « On fit, comme toujours, un voyage au loin de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi. » Est-ce que les voyages que l'on fait dans l'espace sont des voyages qui, finalement, nous amènent au fond de nous-mêmes? Oui, je crois qu'on fait un petit pas vers soi à chaque voyage, obligatoirement. Mais ce qu'on découvre en voyage compte aussi, beaucoup, l'extérieur. Mais obligatoirement, on se rapproche de soi, du fond de soi, comme je dis. Alors, je pense que c'est vrai. Du fait, est-ce que ce paradis qui n'en est pas un et que vous, finalement, vous n'aborderez pas, ce n'est pas une image du paradis perdu de l'enfance, du paradis perdu de la rue des Bananiers à Alger, où vous ne pourrez plus jamais aller? Non, je pense que... Parce que donc, cette île, j'ai pas pu mettre le pied dessus, hein, et au début, j'étais très déçue. Enfin, j'étais vraiment furieuse. Je me suis dit, il faut que j'essaie de trouver un petit bateau. Enfin, c'est toujours cette idée de mettre le pied sur la chose. Bien que ce qui me consolait, c'est que je me disais que Ovide n'avait peut-être jamais mis les pieds sur cette île. Ça se pourrait. J'avais la preuve que j'avais la preuve quand même que des soldats au 19e siècle, au moment de la guerre de Crimée, étaient allés voir. Déjà, il y avait quand même cette légende que Ovide était là, et il y avait des soldats qui avaient cherché le tombeau d'Ovide sur cette île. Mais bon, je ne croyais pas beaucoup à la présence d'Ovide. Et ce que j'ai pensé plutôt, c'est que c'était très bien de ne pas y être arrivé, parce qu'on en revient à la rêverie. Ça a laissé de la place à la rêverie. Vous vous définissez comme une lectrice rêveuse, obsédée par l'esprit des lieux. J'aurais envie de changer un mot. Une voyageuse rêveuse, obsédée par l'esprit des lieux. Et je pense que tout le monde aura compris que ne jamais arriver, bien sûr, c'est un art de voyager, mais qui comporte aussi une pratique du voyage, une poétique du voyage, une éthique du voyage, et que d'une certaine façon, c'est un art de vivre. Merci beaucoup.
Il s'agissait d'une rencontre avec Béatrice Commanger, enregistrée le 17 mars 2025 à la librairie Ombre Blanche pendant la semaine de l'Antiquité. Le livre de Béatrice Commanger, Ne jamais arrivé, est édité chez Verdier. Chez ce même éditeur, elle a aussi publié en 2020 Alger rue des Bananiers, en 2016 Une vie de paysage. On lui doit également La danse de Nietzsche en 1988 et Il ne pleut jamais naturellement en 2003 chez Gallimard ou encore En face du jardin, 6 jours dans la vie de Rainer Maria Rilke, publié en 2007 aux éditions Flammarion. Réalisation et mise en onde Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Věřím, máme ve všem, nemusím se bát. Jen, že by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem utrápit se zcela. Miláčku drahý, když nemáš tak rád, můžeš mě třeba 100 let objímat. Když nemáš tak rád, můžeš mě třeba